Merci beaucoup d'abord à vous, Pierre-Michel, et à Manon de m'avoir invité aujourd'hui. C'est une émotion tout à fait particulière que de revivre sa soutenance de thèse quelques années plus tard. Donc, le sujet a un peu changé, je vous rassure, je ne suis pas sur le même sujet depuis si longtemps. Donc, je vais essayer de vous entretenir aujourd'hui des pratiques culturelles des enfants et de montrer dans quelle manière ça peut éclairer la question des stratégies éducatives des parents. Alors, je vais le faire, vous allez le voir, en prenant des exemples, en essayant de picorer en fait parmi les interventions précédentes des éléments qui pourraient venir en écho avec ce que je vais vous présenter, en espérant que ça fasse sens pour vous et que nous travaillons tous ensemble notre métacognition. Alors, déjà ma métacognition du passage de slide. Non. Si. Alors, évidemment, quand j'ai été invitée à ce colloque sur les stratégies éducatives venant de la culture, le mot éducation, évidemment, m'a alertée et a retenu mon attention de la manière suivante. Spontanément, et je pense que ça a été particulièrement bien montré ce matin, l'éducation est référée à l'école, est référée au statut de l'élève et à une dimension instrumentale de la formation qui a pour but de favoriser la meilleure insertion possible dans un marché de l'emploi dont l'introduction de Pierre-Michel a bien montré qu'il était traversé par tout un tas de contradictions actuelles qui se reportent ensuite sur l'institution scolaire. Donc moi, ma perspective est assez différente puisque je ne m'intéresse, alors je vais le dire de manière un peu provocatrice, je ne m'intéresse pas à l'école, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire comme ça. En tout cas, je ne m'intéresse pas à l'éducation institutionnelle qui peut être décrite par un programme intégré. Je m'intéresse plus particulièrement à ce qui relève de tout ce qui se passe hors de l'école, sous un faisceau d'interactions et d'influences qui peuvent être divergentes et contradictoires, et qui ne sont de toute façon jamais intégrées dans un programme cohérent. Je parle là de ce que peuvent faire les parents, de ce que peuvent faire les médias, et de tout ce que Anne Barrère avait dans un très joli terme appelé l'éducation buissonnière des enfants, buissonnière par rapport à l'éducation scolaire. Donc je vais m'intéresser, je décale un peu le sujet pour m'intéresser plutôt à ce que les sociologues comme moi appellent la socialisation, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui intègrent ou qui peut inclure l'éducation, mais qui ne s'y réduit pas, puisqu'elle va plus largement sous des aspects très variés et très variables, qui sont parfois non stratégiques et non intentionnels, fournir des compétences ou des qualités ou des dispositions ou favoriser l'inversion de dispositions chez les enfants qui n'ont pas toutes pour objectif essentiel de se traduire, a priori, dans des bénéfices scolaires. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, c'est le monde idéal de la socialisation, mais en réalité, vous allez voir que les choses se percolent. Donc, il y a une confrontation qui me semblait intéressante à travailler ici entre le métier d'enfant, c'est-à-dire comment on grandit, comment on devient progressivement quelqu'un qui achemine vers le moment d'adulte, et le métier d'élève qui ont des impératifs, qui ont des cadres qui ne sont pas les mêmes. Et dans cette confrontation, je voulais voir avec vous ou proposer à votre regard des éléments sur la genèse des inégalités, mais aussi des discriminations qui peuvent avoir trait à des opérations ou des opérateurs culturels, dans un contexte où, il faut le noter, et encore une fois par rapport à la très grande richesse des informations qui ont été présentées, notamment dans la matinée, qui ont trait aux trajectoires scolaires et au suivi des trajectoires scolaires, nous n'avons pas la même richesse d'informations concernant les trajectoires culturelles, loin de là, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui donc à la socialisation culturelle familiale, en me centrant plus particulièrement sur les parents, même si je vais essayer de donner quelques éléments sur la présence des grands-parents, non, mais surtout des frères et sœurs, parce qu'eux aussi ont un impact majeur dans les transmissions. Ça a été notamment particulièrement bien montré dans les travaux de Bernard Lahire, mais également dans les travaux portant sur l'inculcation du goût de l'effort dans les stratégies scolaires qui sont éminemment passées notamment par les grands-parents. Alors, on a en général l'habitude de distinguer trois piliers dans cette socialisation culturelle que je vais énoncer en essayant de vous donner des exemples. Donc d'abord, le système des objets qui constitue la culture matérielle. Alors c'est quoi ? C'est le fait d'avoir des livres à la maison, on l'a mentionné plusieurs fois ce matin, mais c'est aussi le fait d'avoir des écrans à la maison, éventuellement des écrans libres de disposition ou qu'on possède à soi propre. Et ça peut arriver à des moments très différents dans la vie de l'enfant en fonction des situations sociales de ses enfants. Mais c'est aussi non seulement cette culture matérielle, objective, la disposition libre, mais l'accès. Alors là, il y a des choses très intéressantes à regarder des écarts entre la présence d'objets dans la maison
et les autorisations d'accès qui sont faites aux enfants, où se logent les stratégies éducatives, et j'essaierai d'y revenir. Deuxième aspect concerne plutôt les interactions éducatives avec les parents. Donc je pense que là, on est plus proche de quelque chose qui a été largement commenté ce matin, c'est-à-dire que ce que les parents font avec leurs enfants, ça va du fait de leur parler dès le plus jeune âge, même de les manipuler d'une certaine manière, puisque les travaux ont montré que la sexuation ou la genrification de l'enfant commence dès la manipulation. On ne manipule pas les bébés filles et les bébés garçons de la même manière, et que ça développe chez eux des aptitudes ou des référentiels, des modélisations identitaires qui sont extrêmement prégnants et durables. Donc dans cette inculcation se logent non seulement des dynamiques relationnelles, des dynamiques pratiques, des dynamiques d'occupation des temps, à la fois parentales et enfantins, mais surtout, et c'est ça qui va m'intéresser ici, des représentations de l'enfant et de ce qu'on appelle la bonne parentalité qui est éminemment soumise à des normes sociales très prégnantes et de plus en plus nombreuses. Troisième pilier de cette socialisation, ce sont les exemples parentaux. Alors c'est quelque chose qui est relativement moins documenté, en fait, assez surprenamment, alors même que la sagesse populaire connaît bien l'adage il vaut mieux que tu fasses ce que je fais, ne fais pas ce que je dis, fais ce que je fais, ou l'inverse. Donc on sait bien qu'il y a une différence entre les deux, et on le commente finalement relativement peu dans les travaux, alors que le fait d'avoir des parents qui font un certain nombre de choses, soit qu'elles soient sous vos yeux d'enfant ou pas, mais en sachant que ça existe, définit un champ des possibles qui est extrêmement prégnant dans la définition ensuite des trajectoires enfantines. Donc, de ces trois piliers, nous construisons ce qu'on appelait, moi et ma collègue Nathalie Berthomier, des climats familiaux pour les différencier des stratégies éducatives. Alors pourquoi ? Ce n'est pas juste un petit effet de vouloir faire chic parce qu'on est à la culture et qu'on ne va pas faire comme les gens qui travaillent sur l'éducation, non. C'est parce que dans les climats familiaux, il y a un certain nombre de dimensions qui ne sont pas stratégiques au sens conscient du terme, mais qui peuvent se construire ex post ou se reconstruire ex post comme des stratégies de fait. Il n'y a pas d'intention éducative si prégnante dans les climats familiaux qu'elle pourrait se tracer ou se dire en amont de la réalisation dans le temps de ce climat familial. Et je vais essayer aujourd'hui de vous montrer que la situation actuelle, elle est particulière dans l'analyse des climats familiaux pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sous emprise scolaire forte de deux manières. L'emprise scolaire, elle se joue parce que, Pierre-Michel l'a très bien montré dans son introduction, l'école est un dispositif central de validification des compétences, mais aussi de validation et de stratification et de classement des individus, et que cette centralité est une forme de paradoxe douloureux dans la situation de crispation économique que nous vivons, avec une inflation des diplômes et une rentabilité moindre, et donc à la fois une attente croissante des parents à l'égard du système scolaire et en même temps une perte de croyance dans l'efficacité de ce même système, d'où la recherche de système B. Face à ces systèmes B, évidemment, tous ne sont pas égaux dans la capacité de les distinguer, de les discerner et de les mettre en œuvre. Deuxième caractéristique très particulière, c'est ce que j'appelle la forte pression à la bonne parentalité. Il y a un nombre très croissant de rapports qui se produisent chaque année. Je vous en ai cité quelques-uns récents, notamment le rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant qui a été cité il n'y a pas très longtemps, qui explique par le menu comment il faut bien élever son enfant. Alors ce rapport pour les 1000 premiers jours de l'enfant est assez illustrant du phénomène parce qu'il est quasiment en apesanteur sociologique totale. C'est-à-dire qu'on explique à un parent lambda comment il faudrait bien pratiquer un certain nombre d'activités avec l'enfant, quel qu'il soit, en tout lieu et en tout temps de sa vie, ou en tout lieu de l'espace social. Et on a comme ça une mise en pression de la bonne parentalité par ce que certains appellent la conjuration des bienveillants, dans lesquels figure tout un tas d'institutions éducatives. Donc je ne vais décidément pas parler coréen aujourd'hui, je vais essayer. Ces discours de légitimation pour le loisir, ils avancent masqués, évidemment. Alors on a la chose la plus évidente, c'est qu'il faut occuper les temps libres de l'enfant parce que la vacuité est source de risque. Ça, c'est quelque chose qui traverse tous les rapports.
et toutes les normes éducatives sur fond d'une transformation assez considérable de notre vision de l'enfant, qui est une vision très contrôlante. On en parlait ce matin, avec les applications de suivi dès le plus jeune âge à l'école. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun temps de l'enfant ne puisse être un temps où il soit mis en risque, mais aussi aucun temps de l'enfant ne soit un temps qui ne soit pas productif d'un bénéfice à venir. On est vraiment dans une société de l'hypercapitalisme de soi et des individus et de la productivité accrue de tous nos temps. Et dans cette valorisation de l'encadrement pour rendre les temps productifs, pour avancer, encore une fois masqué, parce que tout cela n'est pas très glamour. Hein. Quand on parle de ces enfants, on ne dit pas « je leur fais faire des choses parce que j'ai très peur qu'il leur arriverait quelque chose sinon », et puis surtout parce que j'ai envie qu'ils soient promis au concours général de maths dans quelques années. C'est pas très glamour. Donc on mélange d'autres types d'arguments qui ont trait à l'épanouissement personnel, et notamment quand il s'agit de loisirs culturels. Ça, d'ailleurs, c'est très marquant dans tout ce qu'on voit sur la justification des programmes d'éducation artistique et culturelle, qui avancent là aussi toujours cet argument de l'épanouissement personnel, de l'expressivité, pour mieux masquer qu'il s'agit, en tout cas la plupart du temps, d'avoir des bénéfices croisés sur les apprentissages classiques scolaires. Pour essayer de vous montrer ça, je vais m'arrêter sur 3 types d'activités assez rapidement. Alors, vous voyez par exemple les enfants et les écrans, c'est à charge toujours en fait. Je vous ai mis une image, pardon. Toutes les campagnes sur les écrans sont à charge systématiquement sur la thématique des risques. Et d'ailleurs, si je peux me permettre cette petite parenthèse, la première enquête générale sur les écrans et les enfants qui avait été pilotée par Sonia Livingstone en Angleterre et qui était une enquête européenne s'appelait Children at Risks. Ce n'était pas du tout sur les opportunités créatives des enfants, bien qu'il y en eût bien évidemment. Alors, les activités de prélecture et de lecture sont évidemment, et ça on l'a entendu depuis ce matin, centrales dans la représentation des sociétés de la connaissance. Elles sont celles qui ont les bénéfices scolaires attendus les plus directs, et tous les rapports, absolument tous les rapports, insistent sur le fait qu'il faut faire lire les enfants. Alors c'est dit de manière différente, lire avec eux, les faire lire, leur mettre des livres dans les mains, tout y passe. Les pratiques en amateur sont aussi quelque chose d'extrêmement présent dans ces types de rapports, qui articule plusieurs types de justifications entre occupation des temps libres, développement personnel et acquisition de compétences disciplinaires supplémentaires, qui font d'ailleurs le beau jour des catégories soft skills dans les CV. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, il faut dire qu'on a fait du piano pendant 15 ans, ou qu'on a été chez les scouts et plutôt comme encadrant, parce que ça veut dire qu'on a un certain nombre de compétences qui sont disciplinaires, qui sont abstraites, qui sont de maîtrise d'un certain nombre de dispositions, qui sont éventuellement valorisés dans un environnement où, comme le disaient tous mes collègues de ce matin, le niveau de diplôme a augmenté, tout le monde en a beaucoup, donc il faut faire la différence autrement. Et donc on fait la différence avec ces soft skills qui finalement ne sont plus si soft et finissent par être très hard. Et les écrans dans ce dispositif font toujours figure de repoussoir. Je renvoie à la règle que vous devez connaître des 0, 3, 6, 9. Donc c'est à 0 ans, enfin à la naissance évidemment, pas d'écran avant 3 ans, des écrans très limités jusqu'à 6 et toujours accompagnés. Donc on va essayer de se pencher sur cette période des 0-6 ans pour voir, avec les données dont on dispose, ce qu'il en est. Alors moi aussi, là, j'amène ma petite cohorte, qui n'est pas une cohorte de la DEP pour celle-ci, c'est la cohorte de naissance ELF, qui ne fait pas référence au petit lutin, bien que je pense que le clin d'œil aurait pu être assez utile, qui est une cohorte de naissance qui comptait un peu moins de 20 000 enfants au moment de sa création en 2011, c'est-à-dire à peu près un enfant sur 50 parmi les naissances de l'année. L'objectif étant de suivre ces enfants le plus longtemps possible. Alors jusqu'à 18 ans, c'est à peu près certain. Ensuite, nous verrons ce que le financement de la recherche nous réserve. C'est une cohorte multipartenariale où figurent aussi bien des épidémiologues que des sociologues, que des anthropologues, que des économistes, etc. Donc c'est une cohorte négociée. Je fais tout de suite cette petite parenthèse parce que vous allez voir que les données qu'elle produit sont extrêmement riches
parce qu'elles sont extrêmement longues avec une profondeur et une transversalité très importante. Elles sont aussi parfois assez frustrantes parce qu'on n'a pas toutes les questions qu'on aimerait avoir à chaque fois, puisque, comme je le disais, puisque c'est un partenariat, et bien tout partenariat dit négociation, dit rapport de force, donc on n'a pas toujours gagné tous les rapports de force. Donc depuis la naissance de ces enfants, où je vous mets jusqu'à l'âge de 5 ans et demi, donc les 6 premières années, ces enfants ont aujourd'hui, sont arrivés à l'âge de l'adolescence, on ne va pas couvrir toute cette période-là. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont collecté des informations où, par chance, figurent quasiment toujours, si ce n'est très régulièrement, des informations concernant les pratiques culturelles au sens large, culturelles et médiatiques, des parents et de leurs enfants. Alors, il est évident que jusqu'à 5 ans et demi, c'est plutôt les parents qui renseignent l'enquête. Dans les âges ultérieurs, parce que les enfants même très avancés ne savent pas encore remplir des questionnaires, et que dans les âges ultérieurs, ce sont les enfants qui vont remplir les questionnaires directement. Donc nous aurons aussi des informations de première main qui sont des informations très rares sur les pratiques culturelles et les rapports à la culture des enfants. Alors, premier exemple, qu'est-ce qui se passe du côté du langage et de la lecture, puisque on a bien vu qu'il y a un continuum entre les capacités orales de verbalisation et de compréhension de mots et tout ce qui va être mis en place sur le rapport scriptural à l'écrit, qui lui-même est déterminant pour la suite de la trajectoire scolaire et donc dans l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle, et de la stratification sociale et donc des inégalités qui en découlent. Alors, dans l'enquête ELF à 1 an, on dispose d'informations sur 3 activités langagières: parler avec l'enfant, lui lire des livres et chanter avec lui, qui permettent de voir comment s'articule la question de l'oralité avec la question de la forme scripturale, au-delà de la seule manipulation du langage. Alors, ce dont on se rend compte, fort heureusement finalement, c'est que ces 3 activités sont extrêmement répandues dans les familles. Donc, il n'y a pas de famille où les parents ne parlent pas aux enfants quasiment. Il n'y a pas, ou très peu de familles où on ne leur lit pas des histoires, de manière générale. Et il n'y a pas de famille où on ne leur chante pas des comptines, ou très peu. Mais il y a des effets très différenciants qui commencent à construire des trajectoires culturelles qui seront transformées en inégalités par la suite. Par exemple, il y a des différences du fait du genre. Les mères sont en gros les grandes égalisatrices et les grandes transmettrices des pratiques culturelles, tandis que les pères, eux, sont ceux qui fabriquent le genre dans ces pratiques précoces. La mère lit, chante, parle avec ses enfants, quels qu'ils soient filles ou garçons, qu'ils soient les premiers ou les derniers, avec effectivement des effets d'encombrement du temps familial s'il y a beaucoup d'enfants, mais néanmoins, la mère transmet à peu près à tous ses enfants, tandis que le père, lui, va faire des activités dites féminines systématiquement plus avec ses filles, s'il en a. Donc, typiquement, la lecture étant une activité caractérisée comme féminine, puisque calme, tranquille, posée, etc., eh bien, les pères lisent plus à leurs filles, leur parlent plus qu'ils ne parlent à leurs garçons. Donc, on peut y voir des effets sur les manques de psychologie masculine, ça je vous laisserai la libre. Et ça ferait une boucle avec le sujet des produits culturels coréens, mais je la ferai que si on me pose la question. Tandis que donc, les mères sont moins clivantes, d'une certaine manière, dans les modèles qu'elles proposent. Deuxième grande différence, et ça n'est pas non plus très surprenant, il y a des différences liées au capital culturel et aux positions sociales. L'oralité est privilégiée durablement dans les catégories peu diplômées et peu lectrices, tandis que dans les catégories plus diplômées et plus lectrices, on y a une préférence pour le livre. Et là encore, c'est le père qui accentue les différences. Donc, ce qui est un paradoxe, c'est que les mères sont toujours plus impliquées dans les transmissions culturelles, mais c'est les pères moins impliqués de ce fait, qui, par leur désimplication ou leur moindre implication ou plus grande implication, créent des différences plus importantes. Et du fait des trajectoires migratoires, dans les familles immigrées, le fait de parler aux enfants est là aussi plus majeur et plus durable, ce qui interroge je pense fondamentalement sur la question du passage à l'écrit, qui est assez systématiquement fait dans les familles proches de la sphère scolaire et dans l'école elle-même, alors que la question de l'oralité est laissée sur le bas de la route, notamment quand cette oralité ne se fait pas en langue française. Alors, il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est quand on a demandé au même âge aux parents de dire si leur enfant connaissait des mots, il y a des questions d'évaluation en fait, de connaissances linguistiques, eh bien, les parents qui sont les plus sévères dans l'évaluation des compétences de leur enfant, ce sont les parents les plus diplômés. Ça ne veut pas dire que leur enfant
connaît forcément moins de mots. Mais là, il y a aussi quelque chose d'intéressant à relever de l'ordre de la stratégie éducative, c'est que l'exigence linguistique du parent diplômé est plus importante, ce qui va favoriser chez lui l'exercice, au sens vraiment du travail sur le langage, auprès de l'enfant, qui va ensuite faire décoller le nombre de mots que l'enfant connaît, tel qu'il est déclaré dans l'enquête un peu plus tard. Alors, les effets sur la lecture, donc quelques années plus tard, dans la 6e année de la vie, on a la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'enfants lisent et que la lecture est présente quasiment chez tous les enfants, en tout cas une grande majorité d'entre eux, avec une très très faible part de la lecture écran. Ça aussi, c'était une grande crainte à un moment donné de voir les écrans remplacer le papier, mais il n'en est rien, ni d'ailleurs chez les enfants ni chez les adultes. Mais la lecture reste très clivée sur le plan du genre, sur le plan de la stratification sociale, donc je ne le redis pas parce que c'est la même chose. Sur le plan des dynamiques familiales, on voit très bien que l'âge de l'enfant avançant, la probabilité qu'il ait des frères et sœurs aussi augmente. Et donc on voit des différences très nettes apparaître dès lors que la famille grandit. On ne peut pas lire des histoires si facilement à des enfants quand ils sont nombreux puisqu'ils n'ont pas la même capacité de compréhension. Donc on en lit moins quand la fratrie s'agrandit. Et là encore, petit point sur les enfants d'immigrés, ils se mettent à lire moins, alors qu'on leur a beaucoup plus chanté de chansons, on leur a beaucoup plus parlé que les autres, relativement, parce que le rapport à l'écrit, le transfert par l'écrit via leurs parents ne s'est pas fait, faute d'avoir vu leurs parents lire, notamment des livres en français, puisque souvent ils ne le font pas dans leur espace domestique. Deuxième exemple, les pratiques en amateur. Alors, les pratiques en amateur, ce sont les pratiques qui sont dont la structure en fait, de l'offre est la plus proche de la structure scolaire. L'exemple emblématique de cette proximité structurelle étant le conservatoire, qui a les mêmes scansions, avec les mêmes types d'évaluations, maintenant même encore un peu plus régulières depuis qu'elles se sont allégées à l'école, et les mêmes types d'exigences individuelles, quoique la musique en collectif ait pris plus de poids. Néanmoins, la part individuelle reste extrêmement importante. Alors, à 3 ans et demi, on a 2 modèles d'occupation du temps libre dans les institutions de temps encadrées qui se distinguent très nettement. On a le centre aéré qui est utilisé par 17% des parents et les activités en club ou associations de pratique en amateur qui en regroupent 17% aussi, avec quasiment pas de recouvrement entre les deux groupes d'enfants et de familles. Et on dispose, et là c'est très intéressant dans cette enquête, d'informations sur les raisons pour lesquelles les parents ont choisi ces modes d'encadrement du temps de l'enfant. Le centre aéré, c'est très massivement pour des raisons de mode de garde. C'est très peu pour des raisons éducatives. En revanche, quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles les associations ou les clubs de pratique en amateur sont choisis, à cet âge-là, c'est principalement sportif, ou du baby sport, du baby gym. Eh bien, c'est principalement pour doter des enfants de ressources éducatives. Et c'est encore plus fort dans le cas très précis des enfants qui sont dans des associations d'activités artistiques et culturelles. La demande des parents d'avoir des enfants qui développent des passions est particulièrement importante aussi. Alors, on a vu tout à l'heure, ce matin, que le mot passion recouvre aussi une polysémie très intéressante, mais aussi d'avoir des amis et de se créer des groupes d'amis et d'entrer dans des formes de sociabilité. Là aussi, c'est beaucoup plus important dans les clubs de pratique en amateur et les associations, qui recoupent cet entre-gens, cet entre-soi et cette homogamie sociale dont on a dit déjà ce matin combien elle était puissamment un vecteur d'apprentissage et de renforcement des avantages comparatifs sur un marché de l'emploi ou un marché de la position individuelle extrêmement concurrentielle. Ces activités sont très genrées, alors on fait faire aux garçons toutes les choses qu'on estime être liées plutôt au groupe et à la débrouillardise et à la compétitivité, et plutôt aux filles toutes les choses liées à la créativité. Quelques années plus tard, 5 ans et demi, ces activités se sont répandues. Il y a désormais, vous voyez, 61% d'enfants qui en ont au moins une, avec une part très importante des enfants qui en ont déjà 2. 14%, c'est beaucoup pour un âge d'un enfant à 5 ans et demi. Et la part des activités culturelles se développe avec une accentuation de ces demandes de ressources éducatives. Alors, je me suis penchée un peu plus sur le profil des parents qui choisissent les associations et les clubs, notamment les clubs artistiques. Eh bien, ce sont les parents qui sont les plus investis dans l'école qui font ça. C'est ceux qui sont dans les associations de parents d'élèves, qui vont le plus aux réunions avec les parents, les professeurs, qui essayent le plus
de communiquer avec les enseignants. Ce sont ceux aussi qui détiennent le plus de capitaux scolaires, c'est-à-dire qui ont fait les trajectoires scolaires les plus longues et qui ont les positions professionnelles les plus favorables, donc qui sont plutôt en haut de la hiérarchie sociale. Mais ce qui est très net, c'est que pour eux, alors qu'ils sont les meilleurs usagers de l'école, finalement, les principaux bénéficiaires de l'école eux-mêmes, eh bien, ils disent que l'école n'épuise pas du tout leur demande éducative parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas très confiants dans l'école, ils trouvent que l'école ne donne pas forcément le goût de l'effort, l'école n'est pas forcément l'endroit où on va le mieux assurer la transmission des connaissances. Donc, ils sont dans une logique très, j'allais dire, consumériste d'une certaine manière. En tout cas, ils recherchent, avec tous les avantages qu'ils ont, c'est-à-dire une très bonne connaissance du système scolaire et du système culturel, ils recherchent d'autres avantages éducatifs qu'ils vont chercher dans ces inscriptions pour leurs enfants. Objectivement, ces choix ne sont pas forcément des choix aisés, puisque ce sont des familles qui ont des contraintes organisationnelles très fortes, et notamment sur les mères, parce que les mères travaillent très souvent, elles ont souvent des positions professionnelles plutôt favorables également, et c'est tout à fait aussi le cas dans les couples dont on peut observer que les mères ont à la fois un niveau de diplôme supérieur à celui du père et un niveau professionnel supérieur au père. Donc en fait, même l'investissement professionnel de la mère ne décourage pas la mère de prendre néanmoins en charge les contraintes organisationnelles, puisque c'est plutôt elle, dans ces cas-là, qui s'en charge, soit qu'elle le fasse elle-même, soit qu'elle le décharge sur d'autres femmes qui s'en occupent pour elle, donc les nounous, les assistantes, etc. Ces choix éducatifs ont également une forte dimension longitudinale. Alors, est-ce qu'il faut les appeler stratégiques? Ça, je l'ouvre à la discussion, puisque les enfants qui sont inscrits dans ces activités encadrées, dans les clubs ou les associations culturelles, sont déjà ceux qui avaient le plus de jouets culturels à 1 an, auxquels on lisait le plus d'histoire. Et je n'ai listé que 2 des éléments, mais on pourrait faire une liste beaucoup plus longue de tous les éléments dont ils étaient déjà plus particulièrement bénéficiaires. Troisième élément, c'est les écrans. C'est finalement celui dont on parle le plus pour les enfants, en généralement disant qu'ils sont extrêmement néfastes et qu'il faut les en préserver. Alors je rappelle la règle des 0, 3, 6, 9, dans le monde jusqu'à 3 ans, il n'y a pas d'écran, il y a 6 ans, il y en a très peu et toujours accompagné. La réalité, en fait, des rapports des enfants avec les écrans est extrêmement éloignée de ce que la norme institutionnelle édicte, puisqu'il n'y a que 2% des enfants qui, à l'âge de 2 ans, sont absolument tenus à l'écart des écrans. Il devrait être 100% dans les normes institutionnelles. Il y a peu de normes institutionnelles où l'écart est si grand, probablement. Alors là aussi, la présence des écrans n'est pas univoque. Elle varie selon les milieux sociaux, selon un certain nombre de facteurs. Et je voudrais commencer d'ailleurs par parler d'un facteur qui n'est pas un facteur de structure sociale, mais un facteur de dynamique de fonctionnement des familles. Les écrans, partout, dans toutes les familles, mais à des degrés divers, remplissent des fonctions qu'on a bien tort probablement d'oublier pour comprendre pourquoi les enfants y sont exposés. D'abord, ils servent la régulation des temps. Alors, soyons extrêmement concrets. Quand on a fait sa journée de travail, qu'on rentre à la maison, qu'on a fait donner le bain à l'enfant, qu'on a fait les devoirs avec les plus grands, etc., il y a un moment donné, il faut faire à manger. Et les activités de préparation de repas sont rarement des activités avec lesquelles on peut avoir beaucoup d'enfants qui circulent dans une cuisine de manière sécurisée. Donc, l'écran, ça sert, ce genre de moment, à sécuriser des temps calmes, c'est comme ça que les parents les appellent, les temps calmes, qui sont autant des temps calmes pour l'enfant, considérés comme calmes pour l'enfant, que des temps calmes considérés pour le parent. Et donc là, cette invisibilisation de l'usage des écrans objectifs nous permet probablement pas toujours de comprendre pourquoi les pratiques sont si éloignées des normes. Après, nous avons effectivement des choses plus classiques sur les effets de la stratification sociale, où on sait que les écrans participent du faire famille dans les familles populaires très différemment de ce qu'ils le font dans les catégories supérieures, puisque les consommations écrans sont des consommations partagées, et qu'en particulier dans les familles immigrées, les consommations écrans sont aussi des consommations d'intégration linguistique et sociale. Il y a des parents qui choisissent de mettre les enfants, ils le disent ainsi, devant des programmes, notamment télévisuels, pour qu'ils entendent du bon français. Donc la vertu intégratrice, telle que pensée par les parents, relève d'une stratégie éducative, si on reprend ce terme, de certaines familles, alors même qu'elles sont contraires totalement aux stratégies éducatives des normes institutionnelles. Mais néanmoins, ce sont des stratégies éducatives. Alors,
ce qui me semble intéressant, c'est de regarder comment ces visions de l'enfance et de la bonne parentalité s'accrochent aux écrans et peuvent expliquer des différences qui sont extrêmement durables, puisqu'elles vont perdurer, en tout cas sur les 6 premières années, de manière absolument sans conteste possible, sur les 6 premières années que je veux présenter aujourd'hui avec vous. Sur les 6 premières années, il y a toujours 4 à 5 fois d'enfants qui sont non utilisateurs parmi les fractions intellectuelles des classes supérieures, plutôt que parmi les fractions non qualifiées des classes populaires, alors même que tous les enfants augmentent leur consommation. C'est-à-dire l'écart perdure, alors même que, encore une fois, il n'y a pas d'enfants, même chez les catégories supérieures, ou très peu, qui ne sont jamais devant les écrans. Les écarts sont aussi le fruit de stratégies temporelles. Et ça, c'est très intéressant dans les stratégies éducatives en matière culturelle, c'est que la bonne stratégie en matière culturelle, parfois, est contraire à la stratégie spontanée en matière scolaire, qui voudrait faire d'un enfant quelqu'un de très précoce. En matière culturelle, notamment pour les écrans, au contraire, il faut faire un effet retard. La protection est un effet retard. Je vais m'expliquer. Les enfants des fractions intellectuelles, par exemple, sont ceux qui accèdent aux écrans numériques les plus tard. Non pas qu'il n'y en ait pas à la maison, il y en a pléthore. Non pas que les parents ne l'utilisent pas, ils les utilisent avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de fréquence. Mais les enfants en sont tenus à l'écart. Donc nous avons, je reviens là-dessus parce que ça vous montre l'intérêt de prendre les 3 éléments du trépied que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'ils ne vont pas de pair en fait. Le capital culturel est une manière d'entrer dans la question, mais encore faut-il détricoter la question pour voir comment il se met en acte ce capital culturel, ou pas d'ailleurs dans les effets de présentation ou d'abstention. Et puis, toujours dans ces fractions, dans l'analyse plus fine de ce qu'on appelle la stratification sociale par le capital culturel et le capital économique, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'au cours de ces 6 années de vie de l'enfant, au démarrage, les enfants les plus consommateurs, je l'ai dit, c'est les enfants des catégories populaires et les enfants des catégories qui sont issus des catégories supérieures, fractions économiques des catégories supérieures. L'entrée à l'école ne leur fait pas le même effet. Dans les catégories populaires, l'entrée à l'école ne ralentit pas tellement la pente de progression. En revanche, pour les fractions économiques des catégories supérieures, les enfants de ces fractions-là, quand ils rentrent à l'école, ils subissent une inflexion majeure de leur consommation d'écran. Pourquoi ? Parce que la norme institutionnelle leur est rappelée, l'école est un formidable producteur et rappeleur de normes institutionnelles, et que ces parents, qui n'avaient pas du tout des pratiques similaires à celles des fractions intellectuelles, ralentissent, en fait, mettent en place les mêmes effets retard, alors j'allais dire à retardement, donc jamais leurs enfants ne seront aussi bien protégés que les fractions intellectuelles, mais néanmoins ne suivent pas la pente ascendante des fractions populaires. Donc il y a une percolation sur ces normes qui est intéressante à observer parce qu'elle n'impacte pas les fractions de la population de la même manière et donc tous les enfants de la même manière, probablement parce que les termes dans lesquels elles s'édictent font l'impasse complète sur les raisons pour lesquelles dans les familles populaires et immigrées, les écrans sont toujours extrêmement valorisés et raisons dont j'ai voulu vous donner quelques exemples tout à l'heure. Alors, pour finir, je pense qu'il faut, dans cette opération de détricotage de ce que sont les stratégies ou les climats familiaux, prendre garde à la normativité que l'on voit dans tous les rapports dont j'ai parlé tout à l'heure. Non pas que je sois là pour dire, il serait bien un contre-emploi, que tout se vaut dans le meilleur des mondes, ça c'est pas tout à fait ce que j'essaye de dire, mais qu'il faudrait arriver plus nettement d'abord à sociologiser les normes et ceux qui les édictent. Encore une fois, ce qu'on appelle poliment le goût de l'effort ou le goût des stratégies scolaires ou le goût de l'investissement scolaire est extrêmement situé dans les catégories de classes moyennes intellectuelles, donc en fait les profs et les enfants de profs, qui sont très proches de ceux qui édictent les normes, et c'est les mêmes vocabulaires qui sont dans les 2 registres. Donc il faut peut-être faire un petit effort de décentrement pour comprendre pourquoi dans des familles, des stratégies qui sont éducatives peuvent contrevenir aux stratégies éducatives telles qu'on les pense dans les normes institutionnelles et pour autant ne pas moins faire famille, ne pas moins faire parentalité, même si elles le font avec des rentabilités extrêmement différentes. Je renverrai d'ailleurs, pour conclure peut-être, sur un ouvrage américain d'un auteur qui s'appelle Annette Larot, que nous avons eu le plaisir de traduire l'année dernière, donc la traduction vient juste de paraître, qui distinguait 2 modèles éducatifs, dont elle rappelle elle-même qu'ils sont bien éducatifs. D'une part la concerted cultivation et d'autre part le natural growth. Qu'est-ce que c'est en 2 mots ?
Le natural growth, c'est les stratégies éducatives dans lesquelles les parents font énormément d'efforts pour que les enfants soient bénéficiaires du minimum qui leur semble nécessaire, qui est déjà un maximum pour eux, pour être à l'abri, d'avoir à manger et d'être dans une situation qui leur semble sécurisée. Ces enfants bénéficient bien de tous les efforts de leurs parents pour quelque chose qui semble pour ces parents-là extrêmement désirable, mais dont vous voyez qu'ils sont assez éloignés des stratégies des institutions telles qu'elles sont éduquées par les institutions. La concerted cultivation, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des stratégies éducatives dans lesquelles les parents vont mettre, et notamment les mères, énormément d'efforts pour tailler sur mesure un costume éducatif qui va mélanger du plaisir, de la contrainte, de la discipline, de la liberté, de l'expression personnelle, mais aussi de l'apprentissage des normes et de la manière d'entrer dans une contrainte, pour des enfants dont on va essayer de faire émerger progressivement la voix face aux institutions. Est-ce que ça produit en fait ces deux modèles, et on le voit très nettement aussi dans le cas français, ce sont des enfants qui ne s'autorisent pas de la même manière à parler aux adultes dans les institutions, d'où des effets sur la scolarité extrêmement évidents. J'en prendrai par exemple un seul. Quand un enfant qui a bénéficié d'une concerted cultivation, donc qui a eu une stimulation linguistique forte, qui a éventuellement fait des pratiques en amateur dans des institutions qui sont des institutions de qualité, type les conservatoires, les écoles de musique, les écoles de théâtre, les écoles de dessin, il a été habitué à discuter avec des adultes, il a été habitué à entendre des consignes, il a été habitué à faire des changements de registre linguistique adaptés à des contextes différents, toutes choses que mon prédécesseur a dessinées comme étant des compétences extrêmement importantes dans l'apprentissage, soit de capacité cognitive, soit de capacité d'adaptation. Donc ces enfants ont été surentraînés à faire ça depuis tout petit, alors que les autres, ceux du natural growth, arrivent à l'école avec une forme d'inconnaissance totale, c'est même pas de la méconnaissance, c'est de l'inconnaissance de ce qui va leur être demandé et finissent par découvrir une disjonction extrêmement importante entre les attentes implicites du curriculum dit caché et ce qui est en acte dans leur famille d'origine, avec la meilleure des intentions possibles. Donc au-delà des erreurs stratégiques que peuvent constituer certaines des intentions éducatives des parents, il me semble que justement l'exemple particulier des écrans et des manières dont les catégories populaires et les catégories immigrées prennent les écrans comme des objets d'émancipation pour leur enfant en pensant que ce sont des outils qui vont leur permettre d'accéder à la numératie, à la modernité, à la liberté et d'une certaine manière à s'émanciper de leurs conditions populaires et donc des contraintes qui vont avec, cette erreur-là doit être regardée non pas comme une erreur stratégique mauvaise, mais comme une opération positive, une tentative positive, simplement assez déconnectée de ce qui est attendu dans l'institution scolaire et de manière générale dans le monde social. Je vous remercie de votre attention.